Merci beaucoup. Et tout d'abord, je voulais vous remercier de cette invitation à vous et à votre équipe. Je suis en train d'apprendre déjà beaucoup dans ce qui va être ces colloques. Je me réjouis de la suite. En fait, l'objectif de ces remarques est de vous donner un aperçu, et je dirais un aperçu assez critique sur la manière dont les règles internationales protègent l'entreprise qui est active dans un État étranger, donc l'entreprise étrangère. Naturellement, cette entreprise est normalement une entreprise multinationale assez puissante, mais il peut s'agir également d'un individu, même d'une personne physique. Mais quand je parlerai de l'entreprise, j'aurai à l'esprit l'entreprise en tant qu'investisseur étranger. Pour quelqu'un qui a commencé sa carrière comme un avocat spécialisé en matière de droits de l'homme, c'est un tout petit peu étrange de me retrouver à défendre l'État face à l'individu. Face à l'individu en tant qu'entreprise, mais aussi face à l'individu physique. Mais je pense que la protection internationale qui est donnée actuellement à l'entreprise par le droit international, et notamment par les droits des investissements, est généreuse, est trop généreuse. Elle est bien plus généreuse que les traités en matière de droits de l'homme, et elle est aussi généreuse qu'elle limite les pouvoirs de réglementation de l'État en matière des droits de l'homme, en matière de santé publique, en matière d'environnement, et je passe. Donc je pense que l'essentiel de ce récit sera le récit d'une oscillation d'un pendule, d'une oscillation un petit peu vers l'extrême d'un pendule qu'on veut ramener vers les centres. Non pas en abolissant le système, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement critiques par rapport à ce système, mais en l'ajustant. Donc, je parlais tout à l'heure d'acupuncture. Je pense qu'une forme très active d'acupuncture serait souhaitable dans ces systèmes. La manière dont je peux présenter ces domaines, pour les rendre d'une manière assez historique, mais aussi conceptuelle, peut s'appuyer sur deux concepts. Ces deux concepts qui, en surface, n'ont pas changé au cours du temps, mais en revanche, leur contenu a énormément changé. Le premier concept est quel est le juge approprié lorsqu'il y a un différend entre l'investisseur, l'entreprise étrangère, et l'État d'accueil. Le deuxième concept, c'est quel est le droit applicable. Je vais aller relativement vite au niveau historique parce que, faute de temps, on ne peut pas s'attarder sur le 19e et le début du 20e, mais je voudrais mettre tout de même en perspective historique le système actuel. Et ce que j'appelle le système actuel, c'est les derniers 25 ans. Et en guise de conclusion, je reviendrai sur quelques tendances récentes qui sont plutôt réjouissantes, je pense. Donc, je reprends en ce qui concerne un peu l'historique. La manière dont l'investissement étranger, l'entreprise opérant dans un État étranger qui fait face à un conflit dans cet État étranger, la manière dont cette hypothèse était traitée au XIXe siècle était essentiellement par une intervention politique de l'État exportateur de capital, l'État où l'entreprise avait son siège ou était enregistrée. Cela, ça a donné évidemment lieu à un nombre d'interventions politiques et militaires, mais il y a eu aussi un visage juridique de cette hypothèse. Et ce visage juridique a pris deux formes majeures. La première, et c'est peut-être la forme la plus ancienne, c'est celle qu'on a assimilée parfois aux dits traités inégaux. C'est-à-dire, le juge approprié à ces différends et les droits applicables à ces différends étaient le juge et les droits de l'État exportateur de capital. C'est-à-dire, on procédait à une application extraterritoriale du droit et à une compétence extraterritoriale du juge. Cela n'est plus le cas actuellement depuis de longues dates, depuis en tout cas un bon siècle. Une autre manière qui a fait un petit peu le pont
entre cette manière ancienne et une manière plus récente, mais encore qui date déjà de plusieurs décennies, est ce qu'on appelle la protection diplomatique. Le concept de protection diplomatique en droit international public a un contenu assez précis. Cela veut dire que l'État de l'entreprise prend fait et cause pour cette entreprise à l'encontre de l'État d'accueil. Donc l'État de l'entreprise exerce un droit propre. Et le droit qui s'applique à ces différends est le droit international public, c'est un différend interétatique, et le juge qui doit résoudre ces différends est un juge international. Historiquement, c'était surtout l'arbitrage. Par la suite, il y a eu la Cour permanente de justice internationale à partir des années 20. Il y a eu la Cour internationale de justice à partir de l'année 1945. Mais il s'agit tout de même d'un différend interétatique où l'entreprise est un objet. Il faudra attendre le début du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, pour que l'individu, soit l'entreprise, soit l'individu en tant que personne physique, ait un accès direct à un juge international. Ce juge international va être structuré surtout sous la forme des commissions de résolution de litiges, de tribunaux mixtes. On peut penser au tribunal irano-américain. Et ces tribunaux internationaux appliquent un droit assez mixte aussi, qui historiquement était au fond une internationalisation du droit interne de l'État exportateur de capital. Ce qu'on appelait à l'époque, et ce qu'on appelle toujours, the International Minimum Standard of Treatment, le standard international minimum de protection de l'investisseur, est au fond une généralisation des grands principes du droit européen et américain. Vers les années 60, ce système va changer, va être mis à l'épreuve très, très durement à cause de processus de décolonisation. C'est une très, très longue histoire au niveau juridique aussi, mais on peut résumer cette attaque, cette offensive des pays en voie de développement au cours des années 60 en se référant à une résolution très importante adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui est la résolution 1803 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Alors, cette résolution dit essentiellement que les ressources naturelles des peuples sous domination, sous emprise coloniale, appartiennent au peuple et non pas à la métropole. Il y a eu dans cette résolution une toute petite exception qui est actuellement la règle, qui a véritablement, qui s'est accrue, qui s'est développée en dehors de toute proportion, avec des conséquences en pratique très importantes. Cette exception est la possibilité de conclure des accords d'investissement. Je reviendrai sur qu'est-ce que ça veut dire un accord d'investissement, mais essentiellement à l'époque, historiquement, c'était soit un contrat entre un investisseur, une entreprise, et l'État d'accueil, un contrat qui règle un certain nombre de choses, dont quel est le bon juge, les juges appropriés, et quel est le droit applicable, soit un traité entre l'État de l'entreprise et l'État d'accueil, qui règle, entre autres choses, qui est le bon juge et quel est le droit applicable. Entre les années 60 et 1990 ou 1990, je suis désolé, j'ai appris mon français à Genève, donc j'ai un côté des mots différents. Entre les années 60 et 90, il y a eu un certain nombre de cas d'investissement, mais le contentieux est resté relativement limité. À partir des années de 1990, il y a un cas
que de manière presque circonstancielle, introduit un changement qui va s'avérer majeur, extrêmement important pour la suite du système. Ce cas, qui est AAPL contre Sri Lanka, essentiellement reconnaît qu'un investisseur étranger peut demander ou peut assigner un État face à un tribunal arbitral international, indépendamment de tout contrat, pour autant qu'il y ait une clause de compétence, une clause d'arbitrage dans le traité. Personne n'avait interprété les clauses d'un traité comme directement mobilisables par un investisseur étranger. Personne, avant ces cas-ci. Ça a été jugé par un tribunal d'arbitrage, dont le président était Ahmed El-Kosheri, qui est un juriste internationaliste très distingué. Mais à l'époque, c'était conjoncturel. En fait, il n'y avait juste pas de contrat. C'était dans le cadre d'une guerre civile au Sri Lanka. Il y avait une entreprise qui avait été détruite parce que les forces du gouvernement avaient traqué un groupe armé et avaient détruit l'entreprise en faisant cela. Il n'y avait pas de contrat. Et dans les faits, il semblait complètement injuste de n'accorder une certaine protection à cette entreprise. Mais le droit oublie les faits et se généralise, se rend très abstrait. Et cette idée d'un arbitrage qui est directement fondé sur un traité a véritablement fait développer les contentieux en matière d'arbitrage d'investissement d'une manière exagérée. Ce que je voudrais faire ici, c'est reprendre, parce qu'on est déjà maintenant au stade des derniers 25 ans, ce que je voudrais faire ici, c'est reprendre ce développement en utilisant comme lunette intellectuelle, comme récit, à nouveau, la compétence, le juge approprié et le droit applicable. Dans l'abstrait, ce n'est pas forcément une mauvaise chose que de juridicer les rapports entre l'entreprise et l'état d'accueil. Ce n'est pas forcément un problème. Dans son application, il y a eu énormément de recherche d'un équilibre. Les pendules a oscillé d'une manière assez brusque et, contre la gravité même, a oscillé chaque fois plus à droite sans retomber vers le centre. Donc, une curieuse oscillation que je vais décrire en prenant quelques exemples, toujours en les situant au sein de ces deux concepts. Prenons d'abord la question de le juge, la compétence des tribunaux d'arbitrage. Le problème principal peut être au fond décrit par rapport à une différence très forte entre la protection des droits de l'homme et la protection des investisseurs. Si vous êtes une personne physique, ou une personne morale en Europe, mais une personne physique dans les systèmes interaméricains, vous n'arriverez pas jusqu'à une instance internationale, une cour internationale des droits de l'homme, à moins que vous ayez préalablement épuisé ce qu'on appelle les recours internes. Donc, vous avez un très long détour, tous les tribunaux internes, et ensuite, il est possible d'aller à la Cour européenne, par exemple. Et encore, la Cour européenne reçoit à peu près 50 000 requêtes par année et traite à peu près 2 000. Donc, il y a un filtre d'opportunité très important. C'est très, très difficile d'arriver. Au niveau interaméricain, il y a une commission qui a été supprimée en Europe en 1998, alors que dans le monde interaméricain, cette commission reste là et filtre ces requêtes individuelles. Mais essentiellement, l'idée est relativement simple. Pour protéger les droits de l'homme, il y a un passage qui est relativement tortueux, assez difficile d'accès. Qu'en est-il en matière d'investissement? Mais pas du tout. En matière d'investissement, il y a un accès direct. Évidemment, chaque traité est un monde, donc un traité bilatéral d'investissement peut prévoir autrement. Mais
il ne faut pas exagérer les limites que les traités bilatéraux d'investissement mettent à l'accès direct à un tribunal international par un investisseur. Pourquoi je trouve que cela est problématique? Je ne trouve pas cela problématique dans l'absolu. Je trouve que cela est problématique à cause des effets pervers que cela peut avoir par rapport à la protection des droits de l'homme et aussi par rapport à la manière dont on négocie un contrat entre l'entreprise et l'État d'accueil. Je vous donne deux exemples. Il y a une entreprise pétrolière très importante qui est actuellement... Pardon. Une seconde peut-être pour... Excusez-moi, je suis vraiment confus, mais pour accueillir Renator Nungdraus, venez nous rejoindre, nous vous attendions, donc vous êtes là, willkommen. Voilà, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Alors, je reprends juste pourquoi cet accès direct au fond peut poser problème. Je vous donne un exemple. Cette entreprise que probablement beaucoup de gens ici connaissent, en tout cas le cas est assez médiatique, c'est l'entreprise Chevron. Chevron a acheté dans les années 90 Texaco, qui était une entreprise active en Équateur dans le secteur de l'extraction du pétrole. Les actions de Texaco en Équateur ont créé beaucoup de dégâts en matière d'environnement et des droits de l'homme. Et il y a eu toute une saga judiciaire et finalement, un groupe des gens laissés par les actions de Texaco a obtenu un jugement en Équateur de 18 milliards de dollars. Donc essentiellement, Chevron, ayant acheté Texaco, a été contraint de payer 18 milliards de dollars à ces groupes de plaignants. Qu'est-ce qu'a fait Chevron? Plusieurs choses, dont une, c'est de saisir un tribunal d'arbitrage, 3 personnes, et demander quoi exactement? Demander un jugement, une sentence arbitrale, qui déclare le jugement des tribunaux équatoriens nul et non avenu du fait qu'il aurait violé le standard de déni de justice. Essentiellement, on utilise un accès direct à un tribunal d'arbitrage pour obtenir de ce tribunal d'arbitrage une neutralisation du pouvoir judiciaire interne en matière des droits de l'homme et d'environnement. Alors, cela, naturellement, se discute, est actuellement en cours, et je ne vais pas me prononcer sur le fond de l'affaire parce que c'est encore ouvert. Mais voyez la potentialité de cet accès direct quand il s'agit de protéger d'une part l'investisseur et d'autre part l'individu ou l'environnement. Voyez aussi pourquoi je me retrouve dans la situation inconfortable de défendre l'État par rapport à l'entreprise dans cette hypothèse-là. Deuxième élément qui me semble problématique de cet accès direct. Supposons que vous allez en tant qu'entreprise, comme plusieurs entreprises ont fait au cours des derniers 60 ans à peu près, vous allez auprès d'un État et vous signez un contrat. Souvent on appelait ça un contrat d'État. Ça peut être un contrat, tout simplement. Et ce contrat choisit un juge et choisit un droit. Supposez que vous n'aimez pas ce contrat, que ce contrat a été conclu dans une situation où l'État d'accueil avait un pouvoir de négociation plus important que celui qu'il aurait face à votre État national. Et c'est possible de contourner ces contrats. Il est en effet possible de contourner ces contrats. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entreprise, il est possible d'argumenter au niveau du traité et sur la base de la clause d'arbitrage du traité que l'acte de l'État dont vous vous plaignez n'est pas une violation du contrat, c'est une violation du traité.
en violant les contrats, l'État serait en train de violer également les traités. Mais vous n'invoquez pas les contrats. Pourquoi? Parce que les contrats, non seulement ont été négociés dans d'autres conditions, mais en plus, dans les contrats, vous avez des obligations. Au niveau des traités, il n'y a que les États qui ont des obligations. L'investisseur n'a pas d'obligation au terme du traité bilatéral d'investissement. Donc on se retrouve dans cette situation extrêmement inconfortable où un investisseur peut complètement contourner toute la négociation et le droit de l'État très largement. Je devrais entrer dans les détails en ce qui concerne les rapports entre droit interne et droit international, mais peut-être ça reviendra dans la discussion. Je ne vais pas entrer, je vais rester clair autant que possible. Vous vous retrouvez dans cette situation où il y a un accès direct qui vous permet non seulement potentiellement de mettre en échec les pouvoirs judiciaires et normateurs de l'État d'accueil, mais en outre, même de neutraliser le contrat qui a été conclu entre l'investisseur, l'entreprise et l'État d'accueil. Cela est véritablement un problème. C'est une oscillation extrême vers la droite, vers la gauche si vous voulez, mais plutôt vers la droite, du pendule, et je pense que cela devrait être ramené vers les centres. J'ai mentionné ces deux éléments-là en ce qui concerne les juges appropriés. Je reviens maintenant vers le droit applicable, et je viens en quelque sorte d'initier un peu cette transition vers le droit applicable en mentionnant le fait que, au terme des traités bilatéraux d'investissement ou des accords commerciaux bilatéraux qui ont un chapitre investissement, comme c'est le cas de la majorité des accords commerciaux bilatéraux, les entreprises n'ont pas d'obligations directes. Ce n'est que les États qui ont des obligations. Maintenant, est-ce c'est un problème? Et avant de poursuivre, je demande quel est mon temps, en fait. J'ai encore 10 minutes. 5? Oui, 10. 10, très bien. Alors, 10 petites. 10 petites, alors 8. Trois problèmes. Il y en a plus. Premier problème. Vous êtes un tribunal d'arbitrage qui doit décider une demande qui a été ouverte directement devant vous pour violation par l'État d'accueil du traité. Quel est le droit que vous appliquez? En pratique, en théorie, on peut en discuter. En pratique, ils appliquent que le traité, avec un tout petit peu d'ouverture au sein de l'interprétation vers d'autres normes du droit international. Mais dans quelle mesure, par exemple, pouvez-vous appliquer des droits de l'homme? Je vous donne un exemple. L'Argentine est en crise en 2002. Il y a beaucoup de faits, c'est un fact-sensitive case, mais il y a beaucoup de faits dans ces cas, mais l'Argentine est en crise sociale et économique. Elle suspend toute une série de prérogatives qui avaient été accordées aux investisseurs, dont notamment la possibilité de revoir à la hausse les tarifs de distribution d'eau. Ceci a pour effet, naturellement, de réduire la rentabilité des entreprises qui étaient actives dans le secteur de la distribution d'eau. L'Argentine invoque, entre autres, le droit à l'eau et dit la chose suivante: si je ne limite pas le tarif d'eau, comment est-ce que je vais assurer que l'eau arrive à des gens pauvres, des gens que désormais ne peuvent pas payer? Maintenant, il faut savoir qu'une des composantes du droit à l'eau, tel qu'il a été développé par les comités des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale numéro 15 par rapport aux articles 11 et 12 du pacte 1, je vais vite, dit que l'accès à l'eau doit être abordable, affordable. Donc, on est véritablement à l'intérieur de la compréhension des droits de l'homme. Et pourtant, le tribunal dira, on a interprété les standards de protection du traité à la lumière du droit à l'eau, et il n'y a aucun problème. L'Argentine a violé tout de même les traités bilatéraux d'investissement.
je ne suis pas contraire à ces jugements en soi, à cette sentence, pour des questions de fait. Mais sur les principes, il y a des questions de fait, notamment que la grande majorité des tarifs n'étaient pas payés par le gouvernement argentin lui-même. Donc ce n'étaient pas les individus. Donc il faut être fair. Mais simplement assumer que les droits à l'eau et les standards de protection d'investissement vont de pair et qu'il n'y a strictement aucune friction et qu'au fond, tout résoudre en cachant sous les tapis les éventuelles frictions entre protection des investissements et protection des droits de l'homme, ce n'est pas forcément une bonne solution. Premier élément. Deuxième problème que je trouve qui requiert une correction. Comme vous le savez peut-être, le concept de souveraineté en droit international public est en réalité non pas un concept, mais une agrégation, une agglomération, une fédération tout au mieux, tout au plus de concepts. Des concepts qui peuvent exprimer cette position prééminente de l'État dans des contextes spécifiques. Quels sont ces concepts? Par exemple, les immunités, par exemple, la doctrine des pouvoirs de police, par exemple, la doctrine des marges d'appréciation, etc., etc. La majorité de ces concepts, étant très anciens et étant d'application générale, sont des natures coutumières. En droit international, la coutume est une source majeure du droit, alors qu'en droit interne, la coutume elle reste dans des usages commerciaux, elle a très peu d'espace. En droit international, elle a beaucoup d'espace. Il faut imaginer plutôt les systèmes de common law. Et même en droit international, je dirais que la coutume a plus d'espace. Maintenant, si on n'applique que les traités, quels sont les problèmes? D'une part, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'obligation pour l'investisseur. D'autre part, on applique ces traités et on les interprète à peine à la lumière du reste du droit international. Troisièmement, si on pense que les droits des investissements, ce ne sont que les traités, on perd complètement de vue la souveraineté. Si la souveraineté est fondée sur des concepts coutumiers et les traités est conçu comme une loi spéciale par rapport au droit général de la coutume, on perd de vue la souveraineté. Naturellement, je devrais entrer dans chaque concept et montrer comment en réalité cela est une erreur juridique. Mais pour faire relativement simple et vite, ce que je suis en train de dire, c'est appliquer, se focaliser, à prêter trop d'attention aux traités bilatéraux d'investissement revient essentiellement à chasser la souveraineté du droit international public dans ces contextes-là. Et peut-être, dernier point, en ce qui concerne les problèmes du droit applicable, les traités bilatéraux d'investissement sont très courts. 8 pages, tout au plus, une vingtaine d'articles, avec des clauses qui disent, par exemple, l'État doit accorder un traitement juste et équitable aux investisseurs. Très, très large, très, très vague. Et pourtant, ces tribunaux d'arbitrage en ont tiré un corpus de droit extrêmement précis, extrêmement précis. Il y a un décalage très large, très, très important entre ces formules vagues et ce qu'on retrouve par la suite, comme par exemple des conditions très précises pour qu'un État puisse négocier avec un investisseur et ensuite changer un peu l'équilibre de la négociation. Qui fait ça? Un tribunal permanent, cohérent? Pas du tout. C'est des tribunaux éphémères, constitués au cas par cas, qui décident essentiellement sur des faits. Nous avons vu tout à l'heure, 1990, sur le fait, c'était tout à fait acceptable de considérer qu'un investisseur pouvait utiliser les traités directement, sans contrat, et demander à signer l'État face à un tribunal d'arbitrage international. Dans les faits, c'était correct, c'était tout à fait argumentable. Mais le droit a tendance à s'émanciper, s'affranchir des faits. Et ce qui reste, c'est un droit un petit peu décharné, assez dur par rapport aux États. Et c'est qui, au fond, qui est confronté à ces droits? Il y en a 190 États. Ces États sont très souvent dans des procédures d'arbitrage. Combien d'investisseurs il y en a?
Qui est plus fréquemment confronté à ces droits? Certainement les États et beaucoup moins les investisseurs. Donc, vous voyez qu'en réalité, le pendule a oscillé un petit peu trop vers la droite. Comment est-ce qu'on peut le ramener vers les centres, pas vers la gauche, mais vers les centres? Alors là, je vais juste rappeler, et je finirai par là pour être précis avec les temps, je vais rappeler quelque chose qui m'avait appris un professeur d'histoire chinoise que j'avais à l'université quand j'ai étudié à Genève. Il m'avait dit qu'en fait, les Chinois, pendant le 19e siècle, utilisaient une politique très intéressante, très sage, qui était celle d'utiliser un barbare contre un autre barbare. Nous avons deux barbares dans cette équation. Nous avons l'État, qui est quand même un barbare, en tout cas pour quelqu'un qui a commencé sa carrière comme avocat en matière de droits de l'homme, et nous avons l'entreprise qui est devenue une barbare. On peut renforcer l'État pour renforcer la réglementation et réduire ces pouvoirs exagérés qu'a l'entreprise sur le plan des normes internationales. Toute la question est comment j'ai mes propres idées. On peut peut-être en discuter tout à l'heure. Merci de votre attention.